par le juge des vivants et des morts, de quitter à jamais cette servante de Dieu. Film culte sorti en 73, autant vous dire que dans les années 70, les gars n'étaient pas prêts. Oh mon Dieu. Je ne vous fais pas toute la légende selon laquelle les gens vomissaient ou sortaient de la salle. On connaît l'histoire. Bon, en 2024, ça reste intense, mais des films comme Saw ou Sinister sont passés par là. On va jouer à un petit jeu. Voilà ce qui t'arrivera si tu perds. L'attirail que tu portes est fixé à tes mâchoires inférieures et supérieures. Lorsque le minuteur s'arrêtera, ta bouche s'ouvrira avec une telle force que ta mâchoire sera brisée. Perso, ça me donne moyennement envie de jouer. Quand tu pars sur un Monopoly, tu as peu de chances de te retrouver avec un piège à l'eau dans la bouche. Au pire, tu te chicanes un peu avec tes amis. Ici, la genèse du film est une histoire vraie. En 1949, l'écrivain William Peter Blatty tombe dans la presse sur le cas d'une possession démoniaque reconnue par l'Église catholique. Celui de Rolando. Non, pas lui. On avait parfois l'impression qu'il était aussi possédé par le démon, mais là, on parle d'un ado de 14 ans. De cet article, Blatty rédigera un roman, L'Exorciste, qui sera lui-même adapté au ciné. Dans le cadre de cette adaptation, William Friedkin, le réalisateur, a pu parler directement avec la tante de l'adolescent. Elle lui relate des détails, notamment les meubles attaquant les personnages, qui ne figurent pas dans le livre de Blatty. Le synopsis du film est l'histoire d'une famille bourgeoise paisible où on peut entendre ce genre de phrases. Dis, maman, on peut avoir un cheval? Pas à Washington, chérie. Ah, on est clairement dans la petite maison dans la prairie. Oui, avec la petite qui se vautre inlassablement. Malheureusement, Regan, la jeune fille de la famille, va commencer à être en proie à des spasmes violents. Ces spasmes s'intensifient et Regan se met à faire des trucs chelous. Parler avec une voix grave, dans le genre Barry White, mais sans le côté l'odeur. Urine devant tout le monde. Vous allez mourir là-haut. Ça, à part l'affaire Nîmes, sinon ça passe nulle part. Elle balance aussi du vomi, tient des propos obscènes, bref, ça sent pas bon. Je t'écoute. La mère de Regan, Chris, consulte alors une tonne de spécialistes. Enfin, là, on est plus proche de la torture que de la médecine. Plusieurs suppositions sont suggérées, dont le fait que Regan abriterait en elle une autre personnalité, et clairement soupolée. Il faut absolument lui. Attends! La truie est à moi! Chris passe à la vitesse supérieure et décide de faire appel à un exorciste. Deux prêtres, Carras et Mérine, débarquent à la maison avec les chums qui flageolent. Père Carras, très honoré de faire votre connaissance. Êtes-vous très fatigué? Non. Un peu comme si toi, tu te retrouvais dans un octogone de MMA et que ta spécialité, c'était plutôt ping-pong. L'exorcisme débute et là, ça part en vrille. Ça se balance de l'eau bénite, en réponse ça crache du vomi bien visqueux et des paroles qu'on pourrait qualifier de désobligeantes. Que l'ennemi soit impuissant contre nous. Et que le fils de l'iniquité n'ait pas de pouvoir sur Mère nous. sus en enfer, Seigneur, Carras. écoute ma Il pèse de prière. Que mon l'immense cri te empire. parvienne. Le Seigneur soit avec nous. Vous apprécierez le regard de Mérine qui sous-entend à son collègue « C'est rien, reste concentré mon petit gars ». S'ensuit un combat dantesque, mais je ne vous en raconte pas plus pour ne pas déflorer la suite des événements, pour les rares d'entre vous qui n'auraient pas encore visionné ce film mythique. La réalisation du film a été proposée à plusieurs réalisateurs dont Hitchcock, Cassavetes et Borman, qui réalisera le 2. Mais aussi Kubrick, lui, voulait produire le film, ce qui lui a été refusé. C'est donc finalement Friedkin qui a été choisi. Friedkin est issu d'une famille de juifs ukrainiens venus s'installer aux États-Unis. La plupart de sa famille a fui ce pays pour échapper au pogrom de 1903. Aux États-Unis, sa mère devient infirmière et son père vendeur de vêtements, et semi-pro de softball, sport proche du baseball. Au Québec, ils appellent ce sport la balle molle. T'imagines, tu es pro de balle molle. Quelle loose! J'admire la créativité linguistique des Québécois habituellement, mais là, c'est pas sérieux les gars. À cette période, la famille de Friedkin est plutôt pauvre. C'est un lycée un peu assidu, mais malgré tout, il découvre au lycée une passion pour le ciné.
Ses parents n'ont pas les moyens de lui payer des études dans ce domaine, donc il se fait embaucher comme coursier pour une chaîne de télé, WGN TV, alors qu'il n'a que 16 ans. Un an plus tard, il parvient à devenir réalisateur d'émissions en direct, puis de documentaires dont The People vs Paul Crump, qui remporte un prix au Festival de San Francisco. For 9 years, Paul Crump has tried to tell his story. Either nobody listened, or nobody cared, or nobody believed. De nos jours, à 17 ans, tu peux au mieux livrer à vélo des pizzas froides chez des gens, mais certainement pas être réel. Le doc suit un condamné à mort afro-américain. À la suite de ce témoignage, Paul Crump évitera la peine capitale, mais fit quand même 31 ans de prison. Dans les années 70, Friedkin fait partie de ce qu'on nomme le Nouvel Hollywood, mouvement qui débute en 67 pour se terminer au début des années 80, et qui s'inscrit dans la contre-culture. Moment de foisonnement intellectuel aux États-Unis, représenté par la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains, le rejet de la guerre du Vietnam ou la vague des hippies. Certains thèmes jusqu'alors tabous sont abordés, la corruption des politiciens, la sexualité, la violence ou le massacre des Indiens. Il a notamment pour influence le cinéma international, le néo-réalisme italien, les films japonais et la nouvelle vague. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Cette période révèle de nombreux réalisateurs comme De Palma, Coppola, Lucas, Scorsese et Spielberg. Que des gars qui ont raté la carrière, quoi. On peut citer quelques films marquants, dont Easy Rider, La Nuit des Morts Vivants, Taxi Driver, La Horde Sauvage ou encore Le Parrain. Le cinéma de Friedkin en est un parfait exemple. On y retrouve une perpétuelle réflexion sur le bien et le mal, une violence exacerbée, et toutes les formes de marginalité y sont représentées. Friedkin a tourné entre autres French Connection, 12 hommes en colère et même un épisode des Contes de la Crypte. Bonsoir, amateurs de macabre, et bienvenue dans mon petit nid douillet. Ah, c'était légendaire cette émission. Souvenez-vous quand on se calait sur le canapé pour mater des histoires fantastiques. C'était diffusé en deuxième partie de soirée sur M6. Il fallait pas se tromper, hein, parce qu'un autre soir, c'était des films, mais avec beaucoup moins de vêtements. French Connection a remporté 5 Oscars, ce qui a permis à Friedkin d'avoir un budget conséquent pour L'Exorciste. Ce qui est rarement le cas pour un film d'horreur. À propos du casting de L'Exorciste, le rôle de Chris MacNeil, la mère dans le film, est proposé à Shirley MacLaine, amie de William Peter Blatty, à Jane Fonda et Audrey Hepburn, mais c'est finalement Ellen Burstyn, tout juste nommée aux Oscars pour son interprétation dans la dernière séance, qui sera choisie. Pour le rôle de Regan, MacNeil, la fille possédée, William Friedkin rencontre près de 500 actrices de 11 à 15 ans, dont Linda Blair, actrice depuis l'âge de 6 ans. Friedkin dira qu'il l'avait choisie car elle la pensait assez intelligente pour ne pas être traumatisée psychologiquement après le film. Tu m'étonnes, car si tu commences à avoir des démons une fois plongé dans les draps, ça peut être handicapant. La Warner pense à Marlon Brando pour interpréter le père Merrin, mais Friedkin refuse car l'acteur était trop connu. Le rôle revient à l'acteur suédois Max von Sydow. D'ailleurs, dans le genre info improbable, l'acteur est mort à Seyan. Charmant petit village du Var. En vrai, j'ai jamais mis les pieds à bas. Pour compléter le casting, le réalisateur choisit pour interpréter le père Karras Jason Miller, comédien qui n'a aucune expérience au cinéma. Friedkin l'avait vu au théâtre et il avait noté qu'il y avait une grande similitude entre le personnage de Karras et Miller, puisque Jason Miller voulut devenir prêtre avant de perdre la foi. Il faut que je parte, je suis plus de taille. Je crois que j'ai perdu la foi, Tom. Convoqué à Hollywood pour faire un essai, Miller, qui réside à New York et a la phobie de l'avion, mettra 4 jours pour se rendre à l'audition en train. Convaincu dès le premier essai par l'acteur, la production et le réalisateur l'engagèrent aussitôt. Avant lui, Nicholson et Pacino avaient été pressentis.
En ce qui concerne le père d'ailleurs, il est interprété par un véritable homme de foi, William O'Malley. Jésuite, enseignant et écrivain, il est initialement embauché sur le projet en tant que conseiller technique. Le tournage, lui, se déroule d'août 72 à mars 73, à Washington ainsi qu'en Irak concernant la partie fouille archéo. Les anecdotes sur ce tournage sont nombreuses, en voici quelques-unes. Deux des acteurs que l'on voit dans l'exercice, Jack McGowan qui joue l'ami réalisateur de la mère de Reagan, et Vasiliki Maliaros, la mère du père Karras, sont morts peu de temps après le tournage du film. De même, 7 autres personnes indirectement liées au film ont disparu de manière peu commune. Parmi celles-ci, le fils de Mercedes McCambridge, l'actrice qui assurait la voix du démon Pazuzu. L'homme s'est suicidé après avoir assassiné ses filles et sa femme. Sympa. Le tournage est même suspendu lorsque Jordan, le fils de Jason Miller, l'acteur qui joue le père Karras, est percuté par une moto sur une plage. Tandis que le jeune garçon se rétablit lentement, Miller se rend à la résidence des Jésuites où il passe son temps à prier. Lors de la scène où des objets sont projetés à travers la pièce, la mère de Reagan se précipite pour la sauver avant d'être projetée au sol. On peut entendre l'actrice Ellen Burstyn hurler de douleur. Ces cris n'étaient pas joués, car suite à une maladresse de l'équipe, l'actrice est en effet tombée sur coccyx, de façon bien plus brutale que prévu. Une autre version dit que des câbles traînaient et qu'elle se serait pris les pieds dedans. C'est cette prise qu'a décidé de conserver William Friedkin pour son authenticité. Friedkin aurait aussi tiré des coups de feu pendant le tournage pour imposer à l'actrice une peur véritable. Quelques jours plus tard, Linda Blair a été victime d'un incident similaire lors de la scène où son lit tremble. La jeune comédienne était attachée au lit qui s'est mis à trembler si violemment que sa colonne vertébrale en a fait les frais, lui laissant des douleurs chroniques à vie et une scoliose. Le passage où d'ailleurs donne les derniers sacrements à Karras a été filmé en d'innombrables prises. N'étant pas du tout comédien, le révérend ne parvenait pas à être triste à l'image. Finalement, Friedkin a eu l'idée de le gifler et de le pousser à genoux sans le prévenir, le jésuite ayant par la suite fondu en larmes. De ce fait, le réalisateur en a profité pour filmer à nouveau la scène. À Friedkin, il y avait la reine. Ça gifle des prêtres et tire des vrais coups de feu. On peut noter aussi que, réticente à laisser une enfant proférer des injures crues, la production décide de confier la voix du démon, dont est possédée la petite Reagan, à l'actrice Mercedes McCambridge. Actrice qui avait guéri d'un alcoolisme. Précision importante. Elle a durant 3 semaines travaillé sur ce doublage en prenant les choses très au sérieux. Elle a demandé à être assise avec les pieds et les mains attachés à une chaise et souhaitait que les nœuds soient resserrés au moment où le personnage de Reagan souffrait. Toute la journée, la comédienne buvait du whisky et fumait des cigarettes pour obtenir cette voix très grave. Ah, il a bon dos le tournage. Mercedes, je t'en sers un petit. Ouais, vas-y, remplis bien le godet, mon bonhomme. C'est pour l'amour du ciné. Je vais vous donner une anecdote bien creepy. L'équipe aurait utilisé des bouts de cochon qu'on égorge pour le moment où le démon sort du corps de Reagan. Toute une époque. Pour que les souffles glaciaux des acteurs soient réels, la chambre a été réfrigérée et l'actrice Linda Blair a avoué qu'elle ne supportait plus le froid depuis ce film. À Linda, faut pas lui promettre un voyage gratos en Islande, elle te le fout dans la tronche. Poursuivons nos anecdotes de tournage. L'exercice étant basé sur une jeune fille possédée par une force démoniaque, un certain nombre de spectateurs n'ont pas apprécié l'interprétation faite par la jeune actrice Linda Blair, affirmant qu'elle faisait l'apologie du diable. Autant dire qu'on était sur de bons intégristes. Certains sont allés jusqu'à adresser des menaces de mort à l'adolescente, qui a dû faire appel à un garde du corps pendant 6 mois après la sortie du film. La foudre s'est abattue sur un cinéma projetant L'Exorciste à Rome. C'était dans un cinéma situé entre 2 églises. Lorsque cette toute première projection a débuté, un orage a éclaté. La foudre est tombée sur le cinéma, provoquant la chute d'un grand crucifix vieux de 400 ans, situé à l'entrée de l'établissement. Un incendie inexpliqué a eu lieu sur le tournage de L'Exorciste. Le décor utilisé pour créer la maison de la famille McNeil a pris feu sans qu'aucune raison ne soit identifiée. Incendie assez balèze car les flammes ont fini par tout brûler, sauf la chambre de Reagan, où se déroule toute la scène de l'exorcisme.
Mystérieux tout ça. En raison de ce mystérieux incendie, un prêtre était appelé sur le nouveau plateau pour accomplir un rituel religieux. C'est la base. Un incendie, un rituel. Perso, quand je fais un barbecue, je convie toujours un prêtre. Bon, l'ambiance c'est moyen, mais au moins il est prêt à intervenir. Maintenant, je vais vous raconter l'anecdote la plus dingue. Un acteur de l'exorcisme serait un potentiel serial killer. En effet, en 77, le comédien Paul Bateson, qui joue l'assistant d'un médecin lorsque la petite Regan subit une série d'examens à l'hôpital, a été reconnu coupable de l'assassinat du critique de ciné Addison Verrill, un journaliste de Variety que l'acteur avait rencontré dans un bar de Greenwich Village, fréquenté par la communauté homo. À l'époque, la police enquêtait sur une série de meurtres commis entre 1975 et 1976 dans les bars gays, ce que la presse a appelé les bag murders. Ce nom vient du fait que les victimes ont été démembrées, placées dans des sacs et balancées dans l'Hudson River. Durant mes recherches, j'ai trouvé des photos de sacs poubelles ensanglantés. Ah, je vous épargne ça. Les 6 victimes ont été tuées selon le même modus operandi que lors du meurtre du journaliste, mais Bateson n'a jamais avoué en être l'auteur. Cependant, Friedkin, qui se souvenait de lui dans l'Exorciste, lui rendit visite en prison avant son procès. Bateson lui aurait alors admis avoir tué Verrill et déclaré qu'il envisageait de reconnaître qu'il était bien l'auteur des Bag Murders. Cette conversation avec l'assassin a d'ailleurs inspiré à Friedkin l'idée d'adapter Cruising, le roman de Gerald Walker, tout en y incluant l'histoire de Bateson. Dans ce film, Al Pacino a le rôle principal, celui d'un flic qui s'infiltre dans la communauté gay sadomasochiste afin d'arrêter un tueur en série qui s'en prend aux homosexuels. Bon, pour info, c'est le film que Pacino déteste le plus dans sa filmographie. On retrouve également le personnage de Bateson dans la saison 2 de Mindhunter. Concernant l'idée de l'affiche du film qu'on connaît tous, elle vient de Friedkin lui-même, qui s'est inspiré de l'ambiance qui se dégageait d'un tableau de Magritte, l'Empire des Lumières. On sent bien ce qu'il a voulu reproduire. En ce qui concerne la bande originale, le réalisateur confie dans un premier temps la musique au compositeur Lalo Schifrin, qui enregistre même sa partition. Mais, déçu du résultat, lors des sessions d'enregistrement, Friedkin rejette tout son travail et se tourne vers des musiques préexistantes. C'était pas mal ce qu'il avait composé. Perso, j'aurais peut-être mis un demi-ton en dessous, mais c'est vraiment pour chipoter. Cela n'empêchera pas Schifrin de composer 6 ans plus tard la musique d'Amityville, qui obtiendra une nomination à l'Oscar de la meilleure musique. Concernant le thème principal, Friedkin choisit un extrait de l'album Tubular Bells de Mike Oldfield, dont l'utilisation dans ce film va donner un coup de pouce à la carrière de celui-ci, et au tout récent label Virgin. Ce thème répétitif a exercé une certaine influence sur la musique de films de genre, notamment sur celle composée par John Carpenter pour bon nombre de ses propres réalisations. Au box-office, l'Exorciste a rapporté énormément d'argent à sa sortie. Je ne vous précise pas les chiffres, c'est secondaire. Au niveau mondial, il est à ce jour le 3e film d'horreur le plus lucratif de l'histoire du cinéma, derrière ça et Les Dents de la Mer. En France, il est même le film d'horreur qui a réalisé le plus grand nombre d'entrées. Il a remporté 2 Oscars, dont ceux du meilleur film et meilleur réalisateur, et 4 Golden Globes. Après le succès du premier film, sort en 1977 L'Exorciste 2, l'hérétique. Friedkin et Blatty s'étaient rencontrés pour développer une idée à filmer, mais avaient finalement renoncé. Ellen Burstyn refuse aussi le projet. En revanche, Linda Blair y participa, mais dira que c'est l'une des plus grandes déceptions de sa carrière. La Warner, quant à elle, fonde de grosses ambitions. Elle engage à la réalisation John Borman, auréolé du prix de la mise en scène à Cannes en 1970 pour le film Léo le Dernier. L'auteur du roman initial, Blatty, dira qu'il le trouve très mauvais, et Friedkin, après en avoir vu seulement 30 minutes, vulgaire et horrible. Alors, on n'est pas dans la nuance. À la fin des années 80, William Peter Blatty adapte son propre roman, Légion, pour L'Exorciste, la suite,
qu'il décide de réaliser après le refus de Carpenter et Friedkin. Film sans grand intérêt. En 1990 sort une parodie de l'original Y a-t-il un exercice pour sauver le monde, avec Leslie Nielsen où Linda Blair reprend son rôle de personnage possédé par un démon, mais cette fois sous les traits d'une mère de famille. Je vous le déconseille, les Y a-t-il sont quand même pas tous bons. Il y a du déchet. En 2001, l'exercice ressort dans une version retravaillée. Friedkin, longtemps pressé par Blatty, cède, refait le montage et rajoute des scènes coupées. Certains critiques ont reproché à la version intégrale de ne rien apporter de nouveau au film, et d'avoir été faite uniquement pour des raisons mercantiles. Alors là, c'est mesquin. Les Américains feraient des suites pour faire de l'argent. Il n'y a qu'à voir la suite des Star Wars, des Marvel. Bon, si, en fait. En 2004, un préquel intitulé L'Exorciste au commencement est tourné dans un premier temps par Paul Schrader, mais les studios ne le trouvent pas assez sanglant. À la suite de ça, il confie la réalisation à Renny Harlin, qui refilme pratiquement la totalité des scènes. En 2016, la Fox acquiert les droits et adapte la fiction pour la télévision. La série se veut être une suite directe du premier film. Elle comprend 2 saisons. Dans le casting, on peut retrouver notamment Gina Davis. En 2017, Friedkin réalise un documentaire intitulé Le Diable et le Père Amorce, dans lequel il assiste à un exorcisme se déroulant au Vatican. Le Père Amorce a réalisé des exorcismes pour le Vatican jusqu'à la fin de sa vie, en 2016 alors qu'il avait 91 ans. Dans le documentaire, Christina, la personne filmée, était, selon un neurologue, atteinte d'une dissociation de la personnalité, et donc bien entendu, pas un cas de possession par une force diabolique. Pour finir sur la saga, le film L'Exorciste Dévotion sort en 2023. Une femme enceinte fait une séance de sorcellerie à Haïti. Elle meurt, mais son enfant, une fille, survit. Quelques années plus tard, des phénomènes paranormaux commencent à arriver dans la maison qu'elle partage avec son père. Ce film est, comme la série, un prolongement du premier Exorciste, car on retrouve l'actrice qui joue la mère de Regan. Entre-temps, elle est devenue spécialiste des rites religieux un peu extrêmes. Là, elle se dit « je vais combattre le démon », mais elle se prend des coups de crucifix dans les mirettes. Oups. Bon, après ça exorcise à fond, avec toute une équipe, ça n'apporte rien de nouveau, vous pouvez faire l'impasse de le voir. C'est le problème du cinéma d'horreur, 90% du temps, les suites sont navantes. Enfin, c'est mes stats perso. Peut-être que vous avez des contre-exemples. En conclusion, mon avis sur l'Exorciste est que c'est un film qui reste intense et intemporel. Évidemment, tu as de la déco bien kitsch des 70s, et les maquillages piquent les yeux par moments, mais c'est anecdotique. Tu visionnes les 2 heures sans les sentir passer. Friedkin prend le temps de bien installer l'histoire et les personnages. De même, le thème musical principal est juste parfait, même s'il est distillé avec parcimonie. Une mention spéciale aussi pour la jeune actrice qui est tout de même dans un rôle de dingo, et pour l'acteur qui interprète le père Karras, même s'il a une tête de chien battu pendant tout le film. Les effets visuels sont aussi à souligner, les objets qui volent, le corps de Regan qui se déforme, le lit qui saute. Bref, un classique. Ah, mes loups m'appellent. Ça veut dire qu'il y a des créatures maléfiques rôdent. Je vais avoir du boulot cette nuit. Si vous voulez que je continue ces aventures dans le monde horrifique, abonnez-vous, commentez, parlez-en à vos amis. Votre chat, ouais, les chats sont clairement des animaux diaboliques. Ils kifferont. Si vous pensez à d'autres films sur lesquels vous aimeriez que je bosse, balancez-les en commentaire. Faites de beaux cauchemars, les amis.